Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain, dans sa totalité, se dirige vers son ultime perfection. Et ce, grâce à toute l'énergie de chaque être humain qui apparaît sur cette terre depuis l'origine de l'humanité, c'est-à-dire depuis que nous nous sommes distingués des autres primates. En fait, nous vouons toute notre existence à cette œuvre, sans le savoir pour l'instant. Voilà, en croyant travailler pour notre petit clan, notre famille, notre groupe, en fait, en réalité, on travaille pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité vers cet état de perfection. Voilà, donc ça c'est la base. Et alors, je vais reprendre mes commentaires atypiques, on va dire, sur une émission à partir d'une émission de France Culture avec philosophie, consacrée cette semaine à Platon et la politique. Et dans la série, ce jour-là, le lundi 17 novembre, la question était: que reproche-t-on Platon à la démocratie? Alors allons-y, je lance et c'est la deuxième vidéo, on y va. Philosophie. Et par conséquent, ça produit quelque chose d'un peu bizarre, qui est que c'est à la fois quelqu'un qui parle de politique tout le temps, mais en même temps qui est un critique de la politique extrêmement fort, même du point de vue théorique. C'est-à-dire que, au fond, la politique n'est jamais autonome. Mais ça dit aussi à la force de son dégoût, pardonnez-moi, Jean-François pour Platon, à l'égard d'un monde politique démocratique où effectivement, n'importe qui peut se mêler de politique, n'importe qui peut être tiré au sort. C'est une réponse élaborée de la démocratie. Qui soumet la politique à des principes extérieurs à elle. Mais que pouvait-on trouver de mieux pour exprimer le rejet d'une politique qui se pensait en quelque sorte comme autosuffisante? C'était ça la démocratie athénienne, on créait ses principes, toutes les opinions avaient un droit d'expression, etc. Donc ça fait partie du dégoût de Platon. C'est vraiment le cœur du dissensus ou de la mésentente, pour reprendre un terme de Jacques Rancière, avec le régime démocratique. C'est-à-dire que c'est le régime qui n'accorde pas à ceux qui savent la prééminence qui devrait être la leur, puisque dans les instances démocratiques, à l'Assemblée, au Conseil, n'importe qui peut prendre la parole, quel que soit son savoir, quel que soit son niveau d'expertise. Bon, c'est une critique qui revient en permanence chez Platon, mais qui revient aussi chez d'autres socratiques, et qui manifestement était constitutif de la pensée de Socrate. Oui. Alors voilà, donc et c'est cette critique, elle est entendable entre guillemets. On peut l'entendre évidemment. Le fait de donner que la parole à chacun, et on le voit maintenant sur les réseaux sociaux. Alors, le principe démocratique voudrait que le peuple puisse s'exprimer quand il le veut et qu'il exprime ses points de vue, ses opinions. Si la démocratie échoue, quand elle échoue, c'est que le peuple n'est pas éduqué pour pouvoir se comporter comme il le faut dans une démocratie, c'est-à-dire, et c'est la responsabilité de l'État, le problème, c'est justement les dominants. Les dominants qui, dans un système démocratique, sont issus du peuple, globalement, enfin voilà, des élites du peuple, pour incarner et pour accomplir les aspirations du peuple. Donc les dominants se montent en tête de gondole, en fait, se montent à la gouvernance, mais pour accomplir
les aspirations du peuple, non pas pour se faire plaisir à eux-mêmes, non pas pour soutenir leur propre clan, un clan des dominants, parce que ça c'est l'aristocratie. L'aristocratie arrive au pouvoir, mais pour thésauriser les privilèges, etc. C'est le cas aussi de l'oligarchie. C'est le cas de toutes les formes de dictature. Un groupe de dominants arrive au pouvoir, mais pour son bien propre, pas pour le bien du peuple. La démocratie, c'est l'inverse. Les dominants se hissent en tête de l'État, à la tête de l'État, par la compétition, etc. Le peuple les élit, le peuple vote pour choisir qui sont les meilleurs représentants pour lui. Donc il faut que le peuple ne soit pas abusé par un système médiatique ou qu'il ne soit pas d'une certaine façon contraint à voter contre ses propres aspirations, et il faut que chaque être humain qui compose la société démocratique ait reçu un bagage culturel, un bagage intellectuel suffisant pour comprendre toutes toutes les règles et l'intérêt démocratique. Pourquoi il doit voter? Quel est le sens de la démocratie? Qu'est-ce qu'il doit pour qui il vote? À quoi servent ses impôts? À quoi servent, enfin, qu'il ait une conscience politique qui soit au top niveau. Et ça, l'État le fait pas. Et évidemment, ça donne on a laissé les dominants fabriquer, en somme, des esprits vulnérables, capables d'être manipulés par les médias qui sont achetés par ces dominants, et donc il frelate la démocratie. En fait, c'est un abus de démocratie, ce qu'on est en train de vivre et ce que vivaient certainement à l'époque Platon et les socratiques. Dans leur critique, c'était sans doute ça qui était opposé. Et puis le fait que n'importe qui pouvait crier un peu plus fort que l'autre, et en fait, les sages, on va dire, étaient marginalisés en réalité. Les philosophes, les sages, leur voix n'était pas entendue. C'était la voix des plus volubiles, des plus criards peut-être, qui étaient au pouvoir. Et à partir de laquelle, évidemment, Platon va construire son édifice ou sa philosophie politique, qui effectivement est aussi une cosmopolitique, enfin qui est pas voilà, où le politique n'a pas cette autonomie. Vous écornez aussi, Paulin Ismard, une certaine mythologie de Socrate, parce que parfois on peut pas ignorer que Platon n'aime pas la démocratie. Parfois, on se dit que le Socrate historique, qui fait parler sa langue antidémocratique, historiquement, Socrate n'était peut-être pas aussi violent et critique de la démocratie. On l'a souvent pensé. On s'est dit, il y a un Socrate de Platon et puis il y a eu un Socrate historique. Mais vous, Paulin Ismard, vous rappelez que Socrate avait beaucoup d'amis parmi les 30 qui ont pris le pouvoir. Et qui l'ont condamné à mort. En 404, 403. Et que Socrate lui-même était extrêmement sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de la situation démocratique. Oui, enfin, il y a une critique assez radicale du régime démocratique par Socrate, et pas seulement par le Socrate de Platon. C'est vrai aussi du Socrate de Xénophon, et voilà, ça fait partie, disons, de la tradition socratique. Alors après, il y a l'homme Socrate, la place de Socrate dans la cité, le fait que nombre de ses disciples ont effectivement essayé de renverser le régime démocratique en 404-403, et que dans l'atmosphère politique athénienne, c'était déterminant. Les Athéniens identifiaient Socrate au camp des oligarques. Et c'est évidemment à l'arrière-plan de sa condamnation. Et ça, du point de vue de la lecture alors, on peut pas lire Socrate, il n'y a pas d'œuvre écrite, mais du point de vue des représentations philosophiques, êtes-vous d'accord, Dimitri Elmur, pour dire que... Donc, Socrate, sous un certain angle, et Platon était plutôt du côté des
des élites, d'une certaine manière. Ils n'avaient pas cette vision du peuple, mais à l'époque, c'était vraiment compliqué. C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir, même si, évidemment, on est révolté devant la baisse de culture que l'État fournit à sa population, qui, démocratiquement parlant, n'a pas tous les bagages pour pouvoir véritablement travailler à la démocratie, à cette démocratie, avoir vraiment un engagement politique pour pouvoir défendre la démocratie, défendre les valeurs, défendre le peuple, etc. Et ça, c'est quand même révoltant, faut le dire, même aujourd'hui. Parfois, on essaye de séparer le Socrate historique de Platon en suggérant qu'il n'était peut-être pas aussi virulent à l'égard de la démocratie. Tout simplement parce qu'on le voit déambuler dans les rues, parler aux gens, on se dit, tiens, ce monsieur-là, il ne pouvait pas détester quand même l'opinion autant que Platon. C'est une idée qui, en fait, c'est hyper intéressant de faire l'histoire de cette idée-là. Elle remonte à assez loin. Et en fait, dans les études un peu, disons, platoniciennes modernes, voilà, celui qui a défendu ça le plus fort, et c'est intéressant de savoir qui c'est, il s'appelle Grégory Vlastos, et il a notamment défendu cette espèce d'idée d'un Socrate qui serait au fond, bon, pas vraiment un démocrate, faut pas exagérer, mais disons qu'on aurait été quand même aristocratisé, voilà, on va dire comme ça, par Platon. Au fond, moi, je pense que, comme le disait Paulin, je pense que Socrate est quand même très antidémocrate. C'est quand même difficile quand on regarde un peu l'ensemble du kaléidoscope des autres sources de penser autrement. Et le problème, j'admets parfaitement, et je comprends l'argument consistant à dire, oui, mais Socrate, c'est la discussion libre, il y a même certains commentateurs qui sont allés jusqu'à dire, voilà, c'est un modèle habermasien du dialogue, si vous voulez, c'est la raison communicationnelle, on parle ensemble, on arrive à raisonner ensemble, etc. Et Platon, c'est des solutions autoritaires, etc. Donc on voit bien la différence. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est vrai, sauf que la vraie différence, à mon avis, c'est que Platon est le premier à essayer d'adresser les questions politiques à leur échelle. Socrate, c'est l'échelle individuelle. C'est-à-dire, évidemment, si on discute rationnellement entre deux personnes, entre deux âmes qui ont envie de connaître quelque chose, ou alors avec un sophiste, on va utiliser des arguments, on va se réfuter, etc. Mais est-ce que ça, c'est une solution politique? Si on passe à l'échelle politique, c'est-à-dire à l'échelle globale, là, il faut d'autres moyens que la discussion rationnelle, et peut-être qu'effectivement, là, ça a l'air d'être moins démocratique. Et c'est là où il faut, à ce niveau-là, il faut que le peuple soit éduqué démocratiquement. Voilà, sur la démocratie, politiquement, il faut que le peuple puisse être clairement initié à la politique pour pouvoir jouer véritablement son rôle dans un principe démocratique. Et ça, c'est la responsabilité des dominants, quand ils sont élus, de pouvoir éduquer de plus en plus le peuple pour qu'il puisse remplir son rôle démocratique. Et c'est ce qu'a fait l'oligarchie qui s'est imposée à côté de la démocratie à partir des années 80, à partir de Mitterrand, voilà, pour ce qui était de la France, et c'était pareil chez Thatcher et aux États-Unis avec Reagan. Dans cette époque-là, la post-mur de Berlin, la chute du communisme, le libéralisme est devenu le néolibéralisme. Il est devenu tout puissant. Il a donné tous les médias et tous les moyens aux oligarques qui ont avec cette puissance qui leur était accordée, ils se sont accaparés le politique et les esprits des gens. Ils ont abêti le système, abêti les gens pour pouvoir vendre leur camelote d'abord, parce que c'était le système du marché, et puis surtout pour écarter
la contestation qui était à gauche, donc pour repousser la gauche le plus possible, toutes les gauches, et surtout l'extrême gauche évidemment, mais repousser toutes les gauches qui réclamaient du social, de l'évolution sociale, donc les marginaliser, les diaboliser, etc. Et pour ce faire, augmenter, faire évoluer l'extrême droite.